Coucou la piraterie! Au fil des interviews et notamment les plus récentes, on en apprend plus sur les coulisses de la création de One Piece et ce, de la bouche même de son auteur, Eiichiro Oda. Je vous propose de découvrir aujourd'hui quelques-unes de ses déclarations les plus étonnantes concernant les changements imprévus qu'il apporte parfois à son univers. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter pour partager autour de One Piece entre les chapitres et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous ai glissé une petite surprise. C'est parti! Quand on parle d'Eiichiro Oda, on imagine souvent qu'il écrit One Piece dans son coin en étant hermétique à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Eh bien, cette légende urbaine n'est pas tout à fait vraie. Oda se soucie du retour qu'ont les fans de One Piece sur son œuvre et tente de continuer de les surprendre, même après 20 ans de lecture intensive. Il demande à ses éditeurs de le tenir à jour des prédictions des fans, qu'on appelle aussi théories, plus communément, et change parfois certaines choses afin de conserver cet effet de surprise et d'inattendu qui nous fait vibrer en lisant One Piece. Parmi ces changements, certains sont vraiment surprenants et on va voir tout ça ensemble tout de suite. Quand on parle de Vivi, on pense tout de suite à la révolte d'Alabasta et à la libération du royaume du joug de Crocodile. Et bien sûr, Vivi fait partie des nombreuses princesses que Luffy a sauvées et qui lui seront éternellement reconnaissantes. Mais ce n'est pas tout, puisque Vivi est également une membre des Mugiwara, comme cela a été confirmé il y a quelques jours dans le databook Vivre Card. Eh bien, figurez-vous que Vivi n'a jamais été destinée à être une princesse et que son statut royal est une modification tardive d'Oda. Ça peut paraître assez surprenant quand on sait l'importance qu'a désormais ce personnage dans la géopolitique mondiale du monde de One Piece, comme le confirme sa présence sur les avis de recherche que possède Im-sama. Il est donc possible que son choix de rester sur l'île après la chute de Crocodile, dû à ses responsabilités de princesse, n'ait pas été prévu depuis le départ. Si Vivi n'était pas une princesse, elle aurait très certainement pris la mer aux côtés des Mugiwara et serait actuellement avec eux dans le Nouveau Monde. Oda doit donc lui réserver un destin encore plus exceptionnel que celui prévu au départ. Quand on pense à l'arc Marineford, les premières choses qui nous viennent en tête sont bien sûr la mort de Ace, celle de Barbe Blanche, la bataille épique qui a fait rage, mais surtout l'intervention miraculeuse de Shanks qui a non seulement mis fin à la bataille, mais également stoppé Kaido qui était en route pour détruire la base de la marine. Oda a dévoilé que l'intervention de Shanks à ce moment-là n'était absolument pas prévue. Difficile à croire, mais je pense que cela peut s'expliquer par le fait que sans son intervention, on aurait pu avoir l'impression que la marine a remporté la bataille. Ce que nous transmet la bataille de Marineford, c'est que dans un conflit ouvert comme celui-ci, il n'y a pas réellement de gagnant, tout le monde perd quelque chose dans la bataille, et le discours de Koby retranscrit assez bien cette pensée. Reste à savoir si Oda avait prévu une intervention de Kaido plus tôt dans l'histoire, et si c'était le cas, je pense qu'on aurait perdu quelques années de One Piece. Je me demande également si l'apparition de dernière minute de Shanks, qui n'était pas prévue, ne nous en dit pas un peu plus long sur ce personnage très mystérieux que beaucoup de monde voit de moins en moins comme un allié potentiel. Et en parlant de Marineford, on peut se pencher sur un événement des plus tragiques avec la mort de Portgas the Ace, le fils de Goldie Roger et de Portgas the Rouge. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Ace n'était à la base pas prévu pour être le fils de Roger, c'est une idée qui est venue plus tard dans la tête d'Eiichiro Oda. Cette idée apporte beaucoup de profondeur à ce personnage, sachant qu'il n'aimait pas réellement son père et avait même choisi de ne pas porter son nom. Même si cette information est très importante pour la géopolitique globale de One Piece, avec la mort du roi des pirates, elle n'a pas un réel impact pour le moment sur Luffy, puisque la mort de son père adoptif aurait été tout aussi tragique pour lui, qu'il soit ou non le fils de Roger. Et décidément, Oda aime bien tisser des liens familiaux en dernière minute, et parmi eux, le lien de fraternité entre Doflamingo et Corazon. Ces deux personnages n'étaient pas du tout prévus pour partager des liens de sang et devaient tout simplement être de parfaits inconnus l'un pour l'autre. Ce lien ajoute encore plus d'éléments dramatiques à la mort de Corazon. On sait que ce passage est largement inspiré du film Infernal Affairs, ou Les Infiltrés en français, dans lequel les deux protagonistes ne sont pas du tout de la même famille. C'est également, je pense, une façon pour Oda de nous dire que deux personnages qui traversent les mêmes tragédies peuvent avoir des réactions totalement différentes à celles-ci. On le sait depuis de longues années maintenant, les Shichibukai ont une place centrale dans One Piece. Qu'il s'agisse de Crocodile, Doflamingo, Gecko Moria et de tous les autres, ils occupent des centaines de chapitres dans l'histoire et ont pour certains d'entre eux des arcs entiers centrés autour de leurs personnages. Eh bien, ça n'aurait jamais dû être le cas, selon Oda. One Piece devait être une histoire qui raconte l'affrontement de Luffy et des 4 empereurs, et l'apparition des Shichibukai ainsi que leur développement a grandement rallongé l'histoire de One Piece.
D'ailleurs, pour ma part, je pense que le débat au sein de la marine sur la disparition ou non du système des Shichibukai est un clin d'œil qu'Oda fait à ces personnages qui n'auraient pas forcément dû prendre autant d'importance et qui doivent maintenant laisser place à la vraie guerre qui secouera le monde. Bien qu'à mon avis, si le système de Shichibukai est voué à disparaître, les ex-Shichibukai continueront d'avoir une importance dans les événements à venir. Et en parlant de Grande Guerre, on ne peut s'empêcher de penser à ceux qui ont grandement participé à son déclenchement, je parle bien entendu des supernovas. Là aussi, Oda a été surpris par l'importance qu'ils ont pris au fil de l'histoire. Il avoue d'ailleurs qu'à ce stade de l'aventure, la moitié d'entre eux auraient déjà dû mourir dans le Nouveau Monde, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Cette déclaration me conforte dans l'idée qu'en approchant de la fin de One Piece, un tri va s'effectuer et des personnages vont commencer à mourir, pour de bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle supernova vous verriez mourir avant la fin de One Piece. Pour ma part, je penche sur Trafalgar Law, qui a, je pense, fait son temps au sein de l'histoire de One Piece. Difficile à croire puisqu'il est constamment dans le top 3 des sondages de popularité au Japon, mais je verrais bien une mort à la hauteur de sa popularité. C'est-à-dire une mort qui permettra de sauver la vie à Luffy et lui permettre de continuer son aventure. Oda s'est exprimé à propos de Law. Selon lui, Law n'aurait jamais dû avoir autant d'attention sur lui et il n'avait pas du tout prévu d'en faire un personnage d'une telle importance. Le supernova qui devait briller et être un personnage central était Kid à la base, mais au fil du temps et de la création de son œuvre, c'est Law qui s'est imposé. On sait que Luffy et Kid sont désormais en prison en train de subir un entraînement intensif et je pense qu'on arrive au moment où Kid va réellement briller et exprimer tout son potentiel pour en revenir à la première volonté d'Oda. Et enfin, pour finir, on va parler d'un personnage qu'on a du mal à détester malgré ses actions, tant il est classe et tant son combat contre Luffy a marqué nos mémoires. Je parle bien entendu de Rob Lucci, ex-membre du CP9 et membre du CP0. Lucci nous est introduit comme un personnage gentil au début de Water 7 et pendant un long moment, on était loin de se douter de sa vraie nature. Et pour cause, Lucci n'aurait jamais dû être méchant et il était prévu à la base pour être allié et non l'un des pires ennemis de Luffy. Pour ma part, j'ai vraiment du mal avec cette déclaration car je n'arrive pas à m'imaginer l'arc Water 7 et Enies Lobby sans ce personnage emblématique qui a failli mettre fin à l'aventure de Luffy. Merci donc à Oda d'avoir fait ce changement de dernière minute pour nous offrir le combat le plus épique depuis le début de One Piece. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous y aurez appris des choses intéressantes et que vous êtes autant choqués que moi sur certains de ces éléments. Je vous laisse avec quelques images de la salle de la Tea Party 2019 qu'on organise en France l'année prochaine. Les préparatifs se précisent et on a hâte de se retrouver tous ensemble entre fans de One Piece pour un événement exceptionnel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Hello Channel. Pour résumer un petit peu ce qui se passe en ce moment, nous avons d'un côté les Mugiwara qui sèment le chaos partout où ils passent, créant une pagaille pas possible, Big Mom qui souhaite laver l'affront que lui a fait Luffy et qui va continuer de le traquer sans cesse, Kaido qui continue d'asseoir sa domination sur Wano et gonfle ses rangs de guerriers de plus en plus redoutables, Nipsama qui a désigné des cibles précises à éliminer et qui a donné ses directives au Gorosei, l'armée révolutionnaire qui ne se cache plus et entame ouvertement des conflits au sein même de la capitale du gouvernement mondial, Akainu qui semble toujours être en opposition avec la passivité des forces de la marine concernant les pirates, et enfin Barbe Noire qui renforce son équipage et attend sagement son heure pour intervenir au meilleur moment possible. La Grande Guerre a déjà commencé et il va falloir s'attendre à compter les morts dans les 200 prochains chapitres de One Piece car le monde risque de définitivement changer avec une telle opposition de puissance. On arrive à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permet de comprendre un peu plus l'ampleur des précédents chapitres et de celui-ci tout particulièrement. Oda semble tenir toutes ses promesses avec l'arc Wano Kuni et tout ce qu'on voit là n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend pour les prochaines années. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ces derniers temps, vous avez été particulièrement nombreux à nous rejoindre et c'est un réel honneur de vous compter parmi nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur le channel.